Oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue au webinaire Fiscalité au Brésil. Je m'appelle André Borgoff, je suis le responsable directeur général de Pramex au Brésil. Avec moi en caméra, nous avons Marcela Bischoff, qui est la responsable comptable, qui gère toute la partie outsourcing et comptabilité des sociétés françaises au Brésil. Donc, merci à tout le monde de venir. On va parler aujourd'hui de la fiscalité au Brésil, qui est un thème qui est abordé et demandé par plusieurs DAF en France et en général par tout le monde qui arrive au Brésil. Il veut savoir et comprendre un peu plus de comment ça fonctionne, la partie fiscale et la partie de facturation, les impôts, les taxes et surtout comment faire pour réduire ou être plus efficient sur cette partie-là. Un petit point juste sur les règles du webinaire. Nous allons attendre jusqu'à la fin pour répondre à des questions que vous avez. Dans tout le cas, on vous invite à nous envoyer des questions sur le chat. Pendant le webinaire, on a quelqu'un qui va organiser les questions et va nous envoyer à la fin. Et en plus, je vais retirer la caméra parce que pour n'avoir pas de problème de connectivité. Dès que j'appuie ici, vous allez voir que la présentation. Bon, je commence une minute. On va parler, on a un petit agenda qui en parle de bref aperçu macroéconomique du Brésil, quelques informations de marché aujourd'hui. On ne va pas aborder, dépasser trop de temps là-bas. Après, on parle de système, vraiment le système fiscal brésilien en termes de processus, pourquoi que ça est assez complexe, quels sont les impératifs de le système de taxes. Et après, un point important à tout le monde, je pense, c'est vraiment quelques stratégies qui nous aident à optimiser et à réduire les impôts et les taxes qu'on a besoin de payer pour les opérations au Brésil. Aujourd'hui, on a mis une map du Brésil parce qu'il y a quelque chose qu'on aura besoin de bien vous expliquer. Aujourd'hui, le Brésil a une population de presque 208 millions de personnes, ce qui nous fait un des cinquièmes plus larges pays du monde. Notre pays, le Brésil, il est divisé par 5 régions. Donc, la première grosse division du pays, elle est faite par division. Donc, on a tout haut en vert, c'est vraiment la partie nord du Brésil, qui nous avons l'Amazonie. Nous avons aussi une chose qui est intéressante, qui est la zone franche de Manaus, où il n'y a pas d'impôt. À droite, en orange, c'est la partie de nord-est du Brésil, qui est bien connue par la mer, par les jolies plages, par le tourisme. En bas de ça, en bleu, c'est le sud-est. Donc, le sud-est, la région nous avons Rio de Janeiro, le Espírito Santo, Minas Gerais et São Paulo. Donc, la région la plus riche du Brésil. Au-dessus de ça, c'est la région sud, dans laquelle on a beaucoup d'Allemands qui sont implantés là-bas, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens. Donc, c'est une région qui a beaucoup de sociétés aussi d'automobiles. Il y a un peu du vin, il y a un peu d'agriculture, mais il y a beaucoup d'industrie. Et en vert, nous avons, c'est le centre-ouest. La sigle, quand on regarde DF, c'est le Distrito Fédéral, c'est capitale Brasilia. Et nous avons les 4 autres États qui font partie de cette région, qui est la région plus riche dans la partie de l'agriculture. Donc, en total, dans toutes les régions, nous avons 25 États. Et dans les États, nous avons ce que s'appelle les municipalités. Pourquoi est-ce qu'on rentre dedans? Parce que comme on va voir après dans la présentation, la fiscalité du Brésil, elle est différente et il y a des impôts
qui sont liés à la municipalité, il y a des impôts qui sont liés à l'État et il y a des impôts qui sont liés au fédéral. Donc, chaque impôt qui vient de la municipalité, il peut avoir un taux différent d'une autre municipalité. Donc ça, c'est un point c'est pour ça que c'est bien de friser. Par exemple, à Rio, sont 92 municipalités, dont l'État de São Paulo, il a plus de 300. Donc c'est vraiment important de voir que ça fait partie de tout ce qui, on parle de la partie fiscalisation au Brésil. Pour terminer la map, on a la capitale Brasilia. La langue, c'est pas le brésilien, c'est vraiment le portugais. Et bon, en termes de structure politique, on a la République fédérative, donc constituée par la municipalité, les États et le district fédéral. Un point qu'on me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le contexte actuel, l'approche de la fin d'un cycle économique. Comme vous savez bien, on a eu un peu problème, un gros problème dans les dernières années en termes de problématiques, soit de corruption, soit du marché économique, soit la manque d'investissement. Donc là, les 3 dernières années, une réduction énorme du PIB, une chute des taux d'intérêt et beaucoup de sociétés qui sont parties du Brésil. Depuis la fin 2017, avec une petite stabilisation du gouvernement, on a commencé à revoir une reprise de l'économie. Aujourd'hui, on peut dire que tout n'est pas, on est encore fragile, mais on commence à voir parmi notre client et parmi le sentiment général que l'expectative est meilleure, que les gens recommencent à investir, que les sociétés recommencent à faire plus de business. Le marché, par exemple, de acquisition, ça recommence à bouger beaucoup par des étrangers qui essaient de venir au Brésil parmi des acquisitions. On a des investissements qui se commencent à relancer, des constructions qui se tendent en place. Même Petrobras, avec la partie oil and gas, ça reprend aussi un peu. En termes plus macro, 2018, on a une expectative de croissance de PIB entre 2,8 et 3%. C'est l'expectative. 3%, c'est les gens du gouvernement qui disent. 2,8 sont les économistes. Mais bon, dans tout le cas, c'est une croissance assez considérable. On a un taux d'intérêt qui a baissé incroyablement de 14%, qui était à l'année dernière, début de l'année dernière, à aujourd'hui, qui en est à 6,5%. Donc, cela a fait une grosse différence et ça varie pas trop. Donc, ça permet un peu les investisseurs et les industries de se restructurer à point de commencer à mettre en place un plan de croissance. L'inflation aujourd'hui, on doit arriver à la fin de l'année avec une inflation de 4,5, ce qui est sur le point expectatif du gouvernement. C'est une inflation qu'on ne voit pas très fréquent. Donc, pour nous, c'est un vrai point de départ. Donc, on expecte que ça avec toutes ces autres points de macroéconomique qui nous montrent une expectative, ça nous aide à avoir une expectative mieux du marché. En termes de secteur porteur, ça c'est notre question aussi que beaucoup de sociétés nous posent. Bon, ça relance dans tous les secteurs, c'est clair. Par contre, il y a quelques secteurs qui encore sont assez puissants et même pendant la crise, ils ont eu quelques secteurs qui n'ont pas vu toute la baisse. On parle basiquement de la technologie qui en rachète bien, tout ce qui est aussi IoT, Internet of Things,
Donc ça bouge bien au Brésil. L'année dernière, on a eu un gros événement de Business France pour aider les startups en France. On a la partie pharmaceutique qui est assez large à cause de la population brésilienne qui est en train d'être de plus en plus âgée. On pense que l'expectative, c'est que par 2030, un quart de la population va être plus de 60 ans. Donc avec ça, on a tout ce qui est médical, qui est un secteur aussi important, l'agriculture et le biotech. Donc ceux-là sont vraiment des secteurs qui, même pendant la crise, ont eu de croissance et qui continuent à bouger bien. Bon, pourquoi on dit aujourd'hui, on a une comparaison qui est faite par le World Doing Business Guide qui montre quel est le ease of doing business au Brésil et il fait une comparaison avec tous les autres pays. Bon, en termes global, le Brésil a été classé en 2017 numéro 125 sur un total de 190. Donc, c'est pas vraiment le plus facile. Pour vous donner faire une petite comparaison, la France, elle est le 29 en doing business global et en termes de payer ses taxes, elle est 54. Donc, une société de taille moyenne en France, elle prend 139 heures pour faire toutes les déclarations et faire tout ce qui est de la partie fiscale en France. Par contre, au Brésil, ça prend 2600 heures. Donc, comme ça, on commence à voir un peu quelle est la complexité et le temps que ça prend. Et toujours, on essaye de dire, au moment que, par exemple, on fait une proposition de gestion comptable et fiscale, il y a les prospects qui nous disent, bah oui, mais un fiscaliste en France, ça va me coûter, ou en Belgique, ou à droite et à gauche, ça va me coûter 500 000 euros. Par contre, ça lui prend 150 heures. Au Brésil, nous sommes à 2600 heures avec un niveau de complexité, un niveau de risque et un niveau de contrôle qui fait que ça nous prend beaucoup de temps pour faire et pour le faire bien fait. Pourquoi? Donc, la question est pourquoi est-ce que ça prend trop de temps? Bon, numéro un, c'est le nombre d'impôts. Une société, une facture, et nous allons voir ça un peu plus tard, mais une société avec une facture, elle peut avoir entre 5 à 10 impôts mensuels. Après, vous avez le trimestriel, vous avez le annuel, et tout ça sont de services, sont de impôts que vous avez besoin de faire des déclarations, faire de paiement, faire de calcul par municipal, de calcul par État. Si vous Oui, je voulais juste rajouter qu'en plus de tous les impôts sur la société, sur le chiffre d'affaires, on a les retenues à la source qu'il faut gérer en parallèle de tout ça. Exactement. Et on va voir ça dès qu'on vous montre un exemple d'une facture. Il y a toute la partie de retenue à la source, cette déclaration à l'État. Et avec ça, on rentre sur le deuxième point qui fait que ça prend beaucoup de temps, qui est la bureaucratie. Une de ces parties de bureaucratie, c'est vraiment le retenu à la source, qui est une imposition du gouvernement qui, la société qui va payer pour le service, elle retient une partie de paiement. Et c'est elle qui fait la déclaration. Comme ça, le gouvernement est capable plus tard de valider tout ce qui a été déclaré par l'un et par l'autre. En plus de la bureaucratie, on a aussi tous au Brésil doit être fait dans un site de gouvernement. Tout doit être envoyé électroniquement. Tout ça a la complexité parce que chaque municipal, chaque État ne sont pas préparés en termes technologiques comme un des autres. Donc, ça fait que parfois, il a besoin d'avoir des gens pour aller visiter un registre ou un organisme fédéral. Et dans notre cas, dans un autre État, vous pouvez le faire via online. Donc, ça fait que aussi, ça prend beaucoup de temps à travailler sur la partie impôt. Et à la fin,
on est un pays vivant en termes de modification de lois. Chaque mois, il y a une centaine de lois qui sont discutées au gouvernement à titre d'améliorer ce qui existe, modifier ça qui ne marche pas très bien, essayer de mettre des autres impositions, changer les taux, donc discussion municipale fiscale. Donc tout ça fait que les équipes fiscales et comptables soient toujours au courant de ce qui se passe, parce que chaque mois, on peut avoir un gros changement dans la partie de fiscalité spécifique, soit dans un service, par exemple l'Internet, qui est encore une question marque pour tout le monde, soit pour un municipio, soit pour une ville, soit pour le type de produit, soit pour une importation. Donc tout ça fait que aujourd'hui, un cabinet comptable a besoin d'être toujours au courant de ce qui se passe. Oui, pour compléter, qu'est-ce que André vient de dire? En fait, on a une étude qui c'est de IBTPT, c'est l'Institut brésilien de planification fiscale, qui nous dit qu'on a en moyenne au Brésil 30 changements par jour dans les règles. Donc, vous voyez, c'est impossible d'être pratiquement toujours actualisé. Là, le temps qu'on parle avec vous, on est déjà en train d'être désactualisé parce que tous les jours, on a 30 changements. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était un point intéressant à mettre. Oui, donc maintenant qu'on a compris un peu que le Brésil n'est pas facile, on va vous présenter un peu les différents types d'impôts. Comment est-ce qu'elle s'applique sur une facture, comment est-ce qu'on fait pour préparer une facture, et après tout ça, on va vous présenter aussi les 3 options, 3 stratégies qui peuvent être un peu basiques pour ceux qui sont déjà au Brésil, mais même pour ceux qui sont au Brésil, on a vu qu'ils n'ont pas utilisé parfois ces stratégies pour réduire ces impôts. Donc, je laisse la parole un peu à Maristella, mais je reste ici à côté aussi pour intervenir dès qu'il y a des points je peux rajouter. Ok. André, en fait, c'est bien, l'Internet, elle est bien aujourd'hui parce que tu es toujours avec ta caméra allumée et ça marche bien. Parfait. Ça marche bien. On n'a pas eu de problème. Bon, ma part, donc on rentre plus dans le sujet plus technique. C'est pas toujours le plus facile à parler, mais ça dépend du profil. C'est là qui est le plus intéressant. Donc ici, c'est les principaux impôts au Brésil. Donc on a, comme André a expliqué au départ, on a une division en 3 niveaux. Donc c'est l'État fédéral, donc on a certains impôts. Les États qui sont l'équivalent des régions plus ou moins en France. Et après la ville. Chacun vaut sa partie et donc chacun normalement a son système, sauf les États, les 26 États en fait, ils sont plus similaires. Les villes, chacune a une base différente, même technique. Ce qui pour nous, les comptables, ça nous génère la vie un peu plus difficile. Donc voyons voir, les impôts fédéraux directs. Donc, on a le IRPJ, qui c'est l'impôt des sociétés. Donc, c'est l'impôt de société qu'on paye dans le bas du bilan. Il est divisé en 15%. Si vous avez un résultat mensuel jusqu'à 20 000 reais, un résultat positif, jusqu'à 20 000 reais. Si vous avez plus de 20 000 reais, vous avez un additionnel de 10% sur ce qui dépasse le 20 000 reais. Ça par mois, pourquoi qu'on donne par mois? Parce que normalement, les impôts au Brésil, ils sont tous calculés par mois. Donc, pour nous, au Brésil, la comptabilité, c'est comme si on faisait un closing annuel tous les mois. On doit avoir tout le closing au début du mois jusqu'au 15 du mois pour avoir le calcul. Donc, tous les mois, c'est comme si c'était un closing annuel. La CSLL, donc c'est aussi un impôt sur le résultat. Elle est de 9%. Par contre, elle ne bouge pas. La CID, en fait, la CID, c'est une contribution
qui est dans des importations. Ça, c'est un peu le côté protectionniste du Brésil. Donc, c'est juste un impôt qu'il y a sur une importation, pas sur des activités qui sont internes du Brésil. Les impôts fédéraux indirects. Donc, ça, c'est le PIS, la COFINS, le IPI et le IEF. Donc, la PIS et la COFINS, cet impôt, on a directement sur votre chiffre d'affaires. Donc, que ce soit des produits ou que ce soit des services. Parce que aussi, on va voir plus tard que sur les produits, on a, en plus des impôts sur les services, on a des autres qui sont spécifiques pour les produits. Là, les taux, ils peuvent changer en fonction de l'option fiscale que vous faites. Donc, vous avez 1,65 ou 0,65 pour l'OPIS. Vous pouvez avoir 7,6 ou 3 en dépendant de votre option fiscale. Donc, le taux le plus élevé, le 7,6 et le 1,65, c'est sous l'option fiscale lucro real. Et sous le lucro presumido, qui ça serait comme un calcul d'impôt forfaitaire. Et les 0,65 et 3%. Le IPI, en fait, l'IPI, littéralement, donc c'est un impôt sur les produits industrialisés. Cela peut varier en fonction du produit. Cet impôt-là, comme le nom il dit, c'est juste sur les produits, sur les services, il n'est pas applicable. L'UEF, en fait, l'UEF, c'est un impôt sur toutes les opérations financières. Cela dépend de l'opération financière. Vous pouvez avoir, en effet, ici on a mis 1 à 5%, mais en effet, c'est de 0,38 à 5%. Les impôts régionaux. Donc, régionaux, c'est les États. On parle d'État, pas l'État fédéral, c'est les 26 États du Brésil. Donc, c'est le ICMS. Cet impôt, c'est l'impôt sur la circularisation de la marchandise. Donc, chaque fois que la marchandise, elle se déplace, on va dire qu'elle est vendue, elle se déplace, il y a cet impôt. Cet impôt aussi, en fait, je dirais que c'est un des plus complexes à gérer. Pourquoi? Comme on a 25 États plus un district fédéral, donc on a 26 lois différentes. Chaque État a sa loi, chaque État a son taux. Donc, le taux, il peut varier de 0 à 25%. Il varie en fonction de l'État et en fonction du produit. Donc, comme j'ai dit, c'est le plus complexe à gérer. Vous avez une idée, on a des professionnels qui, quelquefois, ils sont spécialistes juste de cet impôt et encore quelquefois, plus fort, ils sont spécialistes d'un impôt pour un État. Impôt des municipaux, en fait, c'est l'impôt de la ville, de la mairie, en fait. Donc, ça, c'est l'ISS. L'ISS, c'est un impôt qui est juste sur les services. Sur la marchandise, la ville, elle ne prend pas sa partie. Donc, c'est que l'État qui prend sa partie. Et dans l'autre sens également, l'État, il ne prend pas des parties des impôts sur les services. Le taux, il peut varier de 2 à 5%. Cela dépend de la municipalité et des fois aussi du secteur d'activité. Certains secteurs, ils veulent mettre des incentives fiscales, donc normalement, ils peuvent être à 2%, 12,5%. L'IPTU, en fait, l'IPTU, c'est l'impôt sur les propriétés immobilières. Donc, ça aussi, c'est un impôt qui peut varier beaucoup. Cela, ça reste un peu à la guise des municipalités de mettre le taux. Théoriquement, c'est en fonction de la valeur du bien, mais il peut y avoir des grosses discrépances, des grosses différences, en fait, entre ces taux d'impôt. Donc, pardon, pour ajouter un point, elle était claire, mais pour ajouter vraiment, une société de service, par exemple, comme vous allez voir, ce qu'elle va avoir dans une facture, c'est le PIS, COFINS, ISS. C'est pas qu'elle va avoir le ICM et le ISIS. Le ICMS, c'est la circulation de marchandises et le ISIS,
c'est du service. Donc, normalement, on peut avoir PIS/COFINS ICMS ou PIS/COFINS ISS. On a toujours le PIS/COFINS. Oui, tout à fait, c'est vrai. Après, en fait, déjà que tu as mis ces points, en fait, je me rappelais d'un point en plus, c'est que nous, on a 12 spécificités pour l'ICMS, en fait, qui c'est 12 services qui ont un traitement spécial, qui c'est l'électricité et les communications. L'électricité et les communications sont bien sûr un service, mais c'est considéré comme une marchandise, donc elles ont un taux différencié d'ICMS. Et il est plus haut encore, il peut aller jusqu'à 30%. Et ça, c'est pour des secteurs bien spécifiques. Voilà, donc là, on vous a mis ici un petit modèle d'un PNL, d'un compte de résultats officiel au Brésil. C'est le compte des résultats, le modèle dont nous, les experts comptables, on est obligé de déposer électroniquement pour le gouvernement. Donc, vous avez, on a pris un exemple tout simple, bien sûr. Donc, vous avez le chiffre d'affaires en haut, vous avez les impôts qui viennent en déduction de votre chiffre d'affaires. Là, c'est les impôts directs sur votre chiffre d'affaires. Donc, ici, dans ces cas, c'est une société de services. Vous voyez, vous avez les 3 impôts, pas d'ICMS, pas d'IPI, parce que cette société-là, elle ne vend pas de produits. Ensuite, vous avez en fait donc les charges de l'opération. Et en dessous, en fait, donc vous avez les impôts aussi, on les traite différemment. Vous avez le PIS/COFINS dans le haut de votre PNL qui c'est sur votre chiffre d'affaires. Ici, plus bas, vous avez en fait donc PIS/COFINS aussi, mais juste sur votre opération financière. Donc ici aussi, c'est le même impôt, mais sur une base différente, une façon différente de calculer. Il faut être payé différent et écriturer et passer les écritures différemment dans la comptabilité. En dessous, cela, ça va de soi, c'est les impôts qu'on paye sur le résultat de la société. Dans ces cas ici, donc c'est une option fiscale de lucre réel. On va voir un peu plus tard brièvement les 12 options. Donc là, vous payez des impôts de société. Et après, vous avez bien sûr votre résultat net après les impôts. Donc voilà, ça c'est un PNL un peu l'officiel du Brésil et basique, on va dire. Ensuite, donc nous allons passer dans le système de facturation électronique au Brésil. Ça, c'est quelque chose qu'on sent de notre expérience avec nos clients français. Les sociétés françaises, souvent, dans un premier temps, elles sont très curieuses, elles sont étonnées de comment ça marche l'émission des factures au Brésil. Si tu me permets, Marcella, j'aborde ce point-là parce que, merci, aujourd'hui, ça c'est un point aussi qui n'est pas très commun dans des autres pays. Mais on commence pour émettre les factures, soit rentre dans c'est les factures électroniques, dans le site du gouvernement. On commence par ce qu'il y a à gauche, c'est le e-card. Donc, toutes les sociétés, avec son numéro de CNPJ, l'équivalent du SIRET en France, ils ont besoin d'avoir un e-card au moment de sa création, de la structure. Ce e-card, c'est l'enregistrement électronique de la société. Donc, on utilise ça pour entrer, par exemple, au site du municipe. Cela, c'est un exemple d'un site à la ville de Rio de Janeiro, dans lequel on entre les informations de la société, les informations de ton client, et ça nous donne la partie, la note fiscale électronique, tout à droite. Et après, à ce stade-là, on sait que le gouvernement, il a toutes les informations sur le chiffre d'affaires le montant qui a été facturé, le montant d'impôt, le montant qui doit être payé par le client et la partie qui doit être retenue à la source. Donc déjà,
C'est la première étape pour que le gouvernement ait accès à toutes les informations de cette transaction. Voilà, je te laisse. Ok, merci André. Et en fait, pour compléter, donc ici, on vous a mis un exemple, en fait, d'une facture électronique des services qui est gérée par les mairies, par les municipalités. Nous avons aussi, on n'a pas mis un modèle ici, mais juste pour vous faire vous donner une petite idée. Donc, celle-là, elle est plus facile, elle est plus commode, on va dire. La facture des produits, en fait, qui est gérée par les États. Et là, nous avons, en fait, pour émettre une facture directement dans le site du gouvernement, si on ne passe pas par un ERP, bien sûr, après, il y a des ERP, on peut mettre les softwares en place. Et si on fait directement dans le site du gouvernement, il y a environ entre 10 et 15 écrans à remplir. Cela dépend bien sûr du produit, du type d'activité, etc. Et donc, ce qui veut dire qu'il peut émettre quelquefois une facture électronique pour un produit. Si elle est faite directement au manuel dans le site du gouvernement, on peut mettre entre 30 minutes et 5 heures pour émettre une facture. Donc, voilà, ça c'est pour les produits. Ici, on retourne sur la facture des services. Donc, ici, c'est un exemple de la ville de São Paulo. Donc, c'est le modèle officiel. Donc, toutes les entreprises qui émettent des factures à São Paulo, donc, ils auront le même modèle. Donc, quelquefois, on a, par exemple, des clients départ de l'activité, ils nous demandent est-ce que vous pouvez m'envoyer les obligations légales pour mettre sur une facture? Donc là, on l'explique quel est le modèle, comme je peux faire. Donc on dit non, mais vous n'avez pas la liberté comme vous pouvez le faire. On envoie un modèle et on dit c'est comme ça. Donc c'est lui qui a préparé le modèle et on va juste l'utiliser. Donc quelquefois, ça c'est les fois qu'on voit que les gens ils se sont un peu mais c'est mes factures, etc. Mais oui, c'est le modèle du gouvernement. Vous pouvez juste mettre, en fait, sur vos coordonnées et le logo de votre société. Ça, il est en emplacement pour le mettre. Donc ici, vous avez donc le logo de la ville, le logo de la société, avec toutes les données, les mentions légales de la société qui doivent y être. Ensuite, vous avez en bas de la facture, vous avez le valeur totale d'un ordre, donc c'est le valeur fort, donc le TTC de cette facture. En dessous de cette valeur TTC, vous avez par exemple 5 petites carrés. Donc là, c'est les impôts que j'ai fait mention avant. C'est les impôts réduits à la source. Donc, vous voyez bien, ça c'était une facture, un exemple d'une facture, une autre facture, Tramex. Donc, le client devait nous payer 5 117 reais. Mais enfin, le gouvernement dit non, non, moi je veux mon anticipation des trésors. Donc, vous payez à Tramex 4 812. Et le restant, vous avez 15 jours pour me payer ces impôts directement à moi. Comme toujours, n'est pas le but d'être simple, ces impôts ils sont payés comme. Donc, c'est retenu à la source 4 types d'impôts, dans ces cas ici. Donc, trois de ces impôts, ils peuvent faire un avis d'imposition et payer séparément. En revanche, un des autres impôts, il faut qu'il soit payé séparément. Après, on a la différence aussi qui est l'impôt sur les sociétés qui est déjà retenu partiellement ici. Il doit être payé par engagement. Les autres 3 impôts qu'on appelle le PCC, qui c'est le PIS, la COFINS et la CSCLL, ceux-là doivent être payés par un régime de cash, des décaissements. Donc, vous avez 2 moments différents et en plus, pour payer cet impôt, il faut qu'il est dû, au régime de décaissement, il est dû au moment du paiement de la facture. Et bien sûr, pour résumer tout ça, il faut que les deux côtés contrôlent ça et tous ces impôts retenus, ils doivent être déclarés dans une déclaration mensuelle, société par société. Donc, ça veut dire si vous avez 500 fournisseurs,
que vous avez retenu des impôts de ces 500 fournisseurs, dans votre déclaration, vous devez mettre la valeur, le CNPJ et le nom des 500 fournisseurs que vous avez retenus. Voilà pour la facture. André, tu as des points à rajouter? Non, non, c'est ça, c'est bien, merci. Donc, je parle maintenant de la partie de paiement d'impôts. Parce que, comme on disait, tous au Brésil est dans un système électronique. Donc, comment ça se passe en termes global aujourd'hui? Vous avez le période, le mois 1, par exemple. Si on prend le mois d'avril, c'est le mois 1. C'est la période de facturation. Donc, vous pouvez facturer pour le mois d'avril d'ici jusqu'au 30 avril. Le mois 2, le mois de mai, en ce cas-là, c'est la période que vous avez besoin de faire les calculs des paiements des impôts à payer, les PIJ, les COFINJ, les retenues, le ISIS et tout ça. Et après, le troisième mois, donc serait le mois de juin, dans notre exemple, ce serait le mois de faire des déclarations de tout ce que vous avez payé. Donc tout ça, c'est un process, c'est qu'une facture, 5, 10 ou 500 factures doivent être faites. C'est la période de facturation, le mois 1, le mois 2, la période de paiement d'impôts, et le mois 3, le paiement de déclaration de tout ce qui a été payé. Pour cette raison, on a parfois des clients qui nous posent la question, est-ce que je peux faire émettre une facture au mois 2 et la comptabiliser au mois 1, comme on fait en France parfois. Dans notre exemple, on fait une facture le 3 mai pour la mettre dans la comptabilité du mois d'avril. Mais qu'est-ce que se passe? Dans le site de gouvernement, dans le système électronique, la facture a été enregistrée au mois de mai, au M2. Donc, dès que vous faisiez la déclaration de la partie comptable, dans l'organisme de site de gouvernement aussi, cette déclaration annuelle, ça ne va pas matcher avec le contrôle de facturation, parce qu'ils vont avoir une facturation dans un moment différent. Pour cette raison, les facturations doivent être faites dans la période du mois pour comptabiliser dans le mois. Sinon, vous avez besoin de comptabiliser dans le mois suivant. Donc, ça, c'est un peu pour terminer un peu le process. Je repasse à Maristella pour parler un peu je sais qu'on n'a pas trop de temps, donc pour parler un peu des stratégies, aujourd'hui les 3 stratégies qu'on vous décrit aussi ici pour réduire un peu ces impositions. D'accord. Donc ici, on va parler brièvement donc des options fiscales. Donc la première option, c'est le moment de choisir votre option fiscale. Votre option fiscale pour des sociétés, on reste ici, pour des sociétés qui ont des capitales étrangers. Donc il reste 12 options. C'est l'option do lucro real et do lucro presumido. Le prolabore, en fait, le prolabore, c'est un type de contrat de travail qui sert juste pour les dirigeants, mais qui ça permet de la société de réduire les impôts, de réduire un peu le poids dans le PNL. Et la facturation des services internationaux. Donc, on va voir brièvement ces 3 points. Donc, d'abord, on va commencer pour l'option pour les options fiscales. Donc, ici, on vous a fait brièvement. Donc, l'option fiscale, vous pouvez la changer tous les ans si nécessaire et si c'est convenient pour vous. Vous avez un délai au maximum de la décision officielle jusqu'au mois de février pour décider quelle option. Quand vous décidez, on la déclare au gouvernement et après, pendant toute l'année, ce n'est plus possible de la changer. C'est que l'année suivante, pour l'exercice suivant, qui c'est possible. Donc, dans le lucro real, c'est plus ou moins, je pense, le modèle le plus courant en France. Donc, c'est le résultat de la société. Vous payez vos impôts des sociétés sur votre résultat. Si vous avez des résultats positifs, vous payez d'impôts. Si vous avez des pertes, vous ne les payez pas.
Donc là, il y a la différence des taux que vous expliquez auparavant. Donc, elle est reprise ici. Donc, 1,65 et 7,6 pour le lucre réel et 0,65 et 3% pour le lucre présumé. Donc, si on descend ici, lucre réel, donc vous voyez bien pour un chiffre d'affaires, pour que vous ayez un net sales, donc les ventes nettes de 100 000 reais, dans le lucre réel, votre force, ça va être de 116 000. Il faut que vous facturez 116 000 pour arriver à 100 000 reais net. Les charges, donc les charges, on a mis juste deux lignes là pour vous donner un exemple. Après, on a le EBITDA pour les deux côtés. Dans le lucre réel, bien sûr, vous pouvez voir donc le calcul des impôts, donc 9% des contributions sociales sur votre résultat de 50 000. Le IRPJ, qui c'est l'impôt aussi, donc là-dessus 15%. Et là, vous avez eu un résultat de 20 000, de 50 000. Comme il est limité, entre guillemets, à 20 000 pour ne pas avoir l'additionnel, donc là, vous avez un additionnel sur le 30 000. Et ça vous fait 30 000 de plus. Votre net income, c'est 35 000. En revanche, dans le lucre présumido, donc dans le lucre présumido, la base du calcul de l'impôt, ce n'est pas le résultat de votre société. C'est en fait, en portugais, je traduis littéralement là, mais le gouvernement, il y a un tableau, voilà, il y a une loi qui dit qu'il y a une présomption du résultat que vous avez chaque type d'activité. Et donc, il définit les règles. Donc là, pour les services, c'est 32 000. Pour les services, il est 32 000, la base des présomptions. Donc, vous pouvez votre chiffre d'affaires, vous multipliez pour le 32 et vous appliquez le taux. 9%, 15%. Et là, vous appliquez l'additionnel qui est supérieur, en fait, à cette base des présomptions. Donc, vous avez la base des présomptions ici, elle va faire 35 000, 30. Et vous avez un additionnel. Donc, dans ces cas-là, dans ces cas fictifs-là, pour vous, pour cette société, ça serait plus intéressant d'être dans le lucre présumido. Voilà, donc ici, on a fait un exemple pour les services. Pour les autres sociétés, en fait, qui sont des sociétés commerciales de revente des produits de l'industrie, le taux de présomption défini par le gouvernement, c'est de 8 ou 12%. Cela paraît assez simple et simple. Par contre, on a eu des clients qui ont utilisé le lucre présumido et ils ont payé à peu près 300 000 reais de taxes d'imposition parce qu'ils n'ont pas fait un budget au début de l'année. Comme Maristella vous avait dit, on peut changer la structure fiscale, notre option fiscale chaque mois de février, chaque an le mois de février. Et c'est très important de faire un bon budget pour l'année. Ceux clients, cette société qui aujourd'hui est client, au moment qu'elle a parlé avec nous, elle a payé 300 000 reais d'impôts parce qu'elle était vraiment dans le lucre présumido et elle arrivait l'année sans profit, break-even. Donc, aujourd'hui, une structure qui va se lancer au Brésil, normalement, on ne peut pas dire que c'est une règle pour tout le monde, mais normalement, ils vont avoir soit une perte la première année, soit un break-even la première année. Donc, si vous êtes dans le présumido, vous allez payer les impôts sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes dans le lucre réel et si vous n'avez pas de résultat de profit, c'est mieux d'être dans le réel. Ça vous permet d'éviter de payer les impôts sur la société. Donc, c'est vraiment important de faire cette analyse au début de l'année et bien faire, parce que pour éviter de payer d'impôts sans besoin. Oui, tout à fait. Ok, on va passer maintenant donc dans le deuxième point que je vous ai dit. C'est en fait, bon, au Brésil, la loi du travail, elle est assez, on va dire, rigide. Elle est assez ancienne. Nous, on a eu en
fin de l'année dernière, on a eu un changement du code du travail, un changement au coup surprise, plus politique que opérationnel vraiment, mais on a eu certains changements qui ont été assez intéressants pour les sociétés. Parce que ça faisait vraiment des années depuis le début du code du travail, qui sous Brésil on appelle la CLT. Littéralement, c'est la consolidation des lois du travail. Donc, on n'avait jamais eu un changement important. Là, on a eu quelques changements qui sont encore questionnables, mais pour les sociétés, ils sont assez intéressants. Mais donc, ici, il y a une stratégie, on va dire, qui peut être appliquée pour les sociétés quand elles s'implantent au Brésil. Normalement, surtout du genre de sociétés qui les accompagnent, sont des petites structures au départ qui s'implantent. Ils mettent un directeur sur place. Le directeur que vous mettez sur place, souvent, c'est le salaire le plus élevé. Donc, il y a une petite marge et une petite économie à se faire là-dessus. Cet exemple-là, bien sûr, c'est juste pour les dirigeants. Donc, vous pouvez faire comme? Il y a deux façons de faire. Vous avez un salaire différencié qui c'est le prolabore, comme c'est ici. La personne, pour recevoir le prolabore, il faut qu'elle soit nommée dans le statut de la société, avec un poste de gérance de la société ou un poste de direction technique, par exemple. Donc, elle peut être encadrée dans ce type de contrat de prolabore. Donc, après, je vous descends des deux côtés ici, on peut les charges sociales pour vous. Et pour conclure la pensée ici, une autre chose que le Brésil s'est autorisé actuellement, c'est de faire des avances des dividendes pour les associés. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on accompagne des sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Le directeur de la société, il y a un parti comme investisseur dans cette société pour qu'il puisse en fait légitimer, pour qu'il puisse avoir des distributions de dividendes. Pour avoir les distributions de dividendes, donc il faut faire partie du cadre des actionnistes de la société, mais au Brésil, c'est autorisé donc la distribution, l'avancement des distributions de dividendes et aussi la distribution des dividendes, comme on dit, elle n'est pas obligatoire d'être proportionnelle au montant de l'investissement de la société. Donc, je peux investir 10 reais dans une société et avoir 90% de la distribution des dividendes. Donc, ça, c'est la partie où la loi, elle nous laisse ces vagues, en fait, qui ont pu profiter. Donc, si vous regardez dans le premier tableau, vous avez un employé classique. Donc, pour avoir un net de 10 000, ici, on a fait la comparaison des deux. Dans le cas du prolabore, du directeur, on prolabore et distribution des dividendes. Et dans le cas d'un contrat classique de travail, le CLT. Donc, vous avez tous les charges sociales. Donc, l'employé, il est plafonné ses charges sociales. Donc, c'est à 11% de son salaire. Après, il peut avoir 15 000, 20 000, 30 000, il va payer 621 reais chaque mois, c'est tout. Pour la partie du patronal, elle n'est pas plafonnée, donc elle est 20% des charges patronales. Entre 1 et 3%, c'est le RAT, en fait, c'est le risque d'accident de travail. Cela dépend de l'activité de la société et du niveau d'accident qu'il y a tous les ans. Le gouvernement, il y a des statistiques et tous les ans, cet indexateur-là, il est remis à jour. Et ici, 5,8 les autres, en fait, ça, c'est des contributions à des entités qui aident les sociétés à former des jeunes, à faire des formations techniques. Enfin, il y a une dizaine d'associations là-dedans qui partagent ces 5,8%. Et après, on a l'OFGTS qui c'est 8%. L'OFGTS, en fait, c'est un dépôt dans un compte séquestre des salariés qui est fait tous les mois. Après, vous avez, en fait, côté salarié, vous avez bien sûr le nombre des dépendants, en fait, c'est les parties fiscales. Cela dépend du nombre d'enfants, par exemple, ou autre type de personnes qui soient dépendants fiscalement de cette personne.
Là, c'est fixe la valeur. Donc, vous avez 189 reais, 59 à déduire pour chaque partie fiscale. Cette valeur-là, elle est revue tous les ans. Mais vous voyez, c'est une valeur vraiment très, très basse. Mais c'est comme ça. Donc, ici, après, vous avez le déroulement du calcul avec la base de l'impôt. Comme je vous ai dit, au Brésil, beaucoup d'impôts sont retenus à la source pour les sociétés et pour les personnes physiques. Donc, tout l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ils sont retenus à la source. Il y a l'obligation de retenir et de payer au gouvernement, de transmettre au gouvernement, c'est des sociétés. Donc, vous voyez ici, vous avez la retenue à la source. Après, vous avez donc un comparatif ici. Vous avez aussi, ça c'est un point important aussi, le 13e mois. Le 13e mois au Brésil, il est obligatoire par la loi. Pour ce genre de contrat, c'est le contrat classique au Brésil. Et il est calculé à grosso modo, c'est la moyenne des 12 derniers salaires de 12 derniers salaires. Donc, s'il y a des additionnels, des bonus, ou etc., ça rentre dans cette moyenne aussi. Donc, il y a aussi pour les vacances, il y a un additionnel. Donc, vous payez 33% en plus du salaire quand la personne est en vacances. Et la règle des paiements de vacances, rapidement aussi, pour vous dire, elle est très spécifique au Brésil. Ça aussi, on sent toujours la réaction quand on explique aux entreprises françaises pour la première fois quand on les accompagne. C'est que la personne, c'est obligatoire de lui payer les vacances 48 heures avant qu'elle fasse son départ en vacances. Et on a avec un additionnel de 33,33%. Ça veut dire que la personne, le mois qu'elle part en vacances, elle reçoit son salaire normal, plus les vacances, et après le mois suivant, elle n'a pas de salaire. Donc, mais c'est comme ça que marche la loi. C'est une vieille loi de l'époque de la dictature, et elle marche comme ça. Avant, c'était obligatoire, en fait, donc, que les gens, ils prennent 30 jours des vacances toutes d'une seule fois, sans partage. Comme je vous ai dit, en fin de l'année dernière, il y a eu un changement dans le code du travail, et un des points qu'ils ont changé, c'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez diviser les vacances des salariés en maximum de 3 fois, et que ce soit un minimum de 10 jours. Il ne faut pas être jamais inférieur à 10 jours. Voilà, donc ici, si vous comparez de l'autre côté, donc le salaire, le cas du dirigeant avec un petit point là-bas et en avance sur distribution de dividendes, ça fait une économie de 8 500 avec un salaire net, bien sûr, de 10 000 reais. Mais il faut friser il faut fixer que la société, il faut qu'elle ait des résultats positifs, résultats comptables positifs pour faire la distribution des dividendes. Si vous, par exemple, avancez des dividendes sur toute l'année, ça arrive à la fin de l'année, vous n'avez pas le résultat positif, là, c'est un problème parce que il va falloir, en fait, ou régler rétroactivement les charges sociales, qui c'est l'idéal. Après, en fait, des sociétés, c'est un coût limite, mais il y a certaines sociétés qui font, c'est de régulariser par un prêt vers les associés jusqu'à que la société elle aille le résultat positif. Bien sûr, ça, ce n'est pas une solution idéale, mais ça peut être fait. Seulement un point pour terminer aussi ce slide. Il y a toujours des cas, des exemples de sociétés qui nous arrivent en disant, écoute, quelqu'un au Brésil m'a dit qu'il peut m'envoyer une facture PJ, personne juridique. Cela, ça dépend vraiment du cas, parce que ça peut être au même cas qu'en France. Si quelqu'un travaille que pour votre société 5 jours par semaine et il vous envoie une facture à la fin du mois, il peut être requalifié comme un salarié qui est vraiment essaie de payer moins d'impôts.
Et au Brésil, ça devient requalifié. Donc, pour cette raison que nous, on ne met pas ça comme une option. Ça peut être une option, mais c'est pas toujours. Si c'est quelqu'un, la grosse différence entre travailler 5 jours à plein temps pour une société, c'est du CLT pour le collaborer. Donc, on n'hésite pas de nous poser des questions après ou plus tard même, parce que si quelqu'un vous dit je veux pas envoyer une facture, c'est pas assez simple. Oui, ça peut vous apporter des problèmes après. Ouais. Donc là, on a fait un bref, résumé sur le troisième point, qui c'est la facturation. Comme on vous a dit, le Brésil, malheureusement encore, c'est un pays protectionniste. Donc, si vous importez des produits, vous pouvez voir dans l'exemple, vous pouvez être largement pénalisé, on va dire. Ici, on a mis l'exemple, si vous importez un produit de France, si par exemple une société elle est en France, elle a un client au Brésil, elle vous vend ses produits ou ses services. Dans ces cas ici, c'est pour service. Elle vous vend ses services au Brésil. Donc ici, vous avez un résumé de tous les taxes qu'ils auront, parce que pour le client brésilien, pour le fisc brésilien, ça sera une importation de services. Importation de services, donc les impôts, elles vont à fond. Donc, vous avez au résumé, bien sûr, cela peut varier ça dépend du type de produit aussi, du type de service. Donc là, vous avez 10% des CID, 5% d'ISS, le PIS et le COFINS, l'impôt sur le revenu aussi qui doit être obligé d'être payé et l'IEF. Donc, si vous regardez pour une même facture, si vous avez une structure au Brésil, et vous le facturez à votre client directement, pour une même facture, vous voyez la différence. Dans le premier cas, c'est considéré en importation de service. Le montant, ça va coûter 40 000. Et si les structures au Brésil, elle va coûter 15 000. Donc, c'est pour ça que les sociétés brésiliennes, elles évitent beaucoup d'importer de services. C'est pour ça le point important, quelquefois, d'être vraiment au Brésil pour pouvoir vendre localement. André, si tu as des points à rajouter, vas-y. Oui, pour terminer, je sais qu'on n'a pas trop de temps, on a déjà dépassé un peu. Mais pour terminer, ça c'est un cas que se passe aussi, on regarde beaucoup. Ce sont des gens qui disent, par exemple, je vais envoyer quelqu'un pour travailler au Brésil pendant 2 mois. Après, le auditeur en France va lui dire, si lui, il a travaillé au Brésil, vous avez besoin de facturer le Brésil pour le temps qu'il a travaillé là-bas. Et on ne pense pas qu'il y a des impositions sur les factures, sur la importation de services. Mais ça, c'est assez pénalisé, parfois plus qu'un produit. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête et de dire que si quelqu'un vous offre de dire je vais envoyer quelqu'un ou même de management fees, sont des choses à regarder, à pas penser qu'il n'y a pas d'impôt et vraiment réfléchir avant de se mettre et mettre des charges comme ça. Bon, dans ce point-là, c'est un peu nos derniers points. Donc, si vous avez des questions, on peut répondre. Sinon, je vous remercie à tous pour votre intérêt sur le webinaire et pour le fait que vous avez resté aussi un peu plus que nous avons envisagé. Et bon, de toute façon, on est ici aussi. Vous avez notre information. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des emails. On peut faire de points particuliers, des discussions ou des rendez-vous téléphoniques, ou même en France. Merci beaucoup et une très bonne journée. Merci à tous pour le temps dédié. À toutes.